Fred, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et en compagnie d'Eric Erengel pour la sortie de The Concours, le tome 3. Merci Eric d'avoir accepté l'interview. Merci à toi. Je sais qu'il y a la dédicace après, on va poser quelques questions. On a le temps. En tant que scénariste et dessinateur, quelle est l'activité qui te procure le plus de satisfaction? Les deux, mais à des variables bien opposées. Ouais. Avoir des idées, c'est toujours moteur, puisque en fait, c'est ce qui va nous porter pour faire une bande dessinée. Donc c'est la partie scénario. Sauf que le scénario peut devenir aussi un exercice technique, puisqu'après on a des questions à régler sur le rythme de l'histoire, la narration qu'on va exploiter, le choix des séquences, l'interaction entre les séquences. Donc ça, c'est vraiment très technique. Donc on peut ensuite tomber dans la partie purement technique qui devient un peu rébarbative. Donc on préfère dans ces cas-là le dessin pour s'exprimer. Donc on va vers le storyboard, on résout les problèmes graphiquement. Les non-dits en fait scénaristiques peuvent être vite résolus par un dessin. Sauf qu'un dessin ne résout pas les inconnus, on n'a pas résolu dans le scénario. Donc il faut toujours faire attention d'avoir une balance équilibrée. Donc les deux apportent des énergies différentes et un plaisir différent. Et c'est forcément complémentaire. Et d'ailleurs, j'exploite ça quand j'écris en ce moment avec Sébastien Vastrin un script. J'exploite cette possibilité de considérer un récit comme un système cardiovasculaire et vivant, et de retravailler au besoin par rapport au manque que peut avoir le récit à un moment, même si on l'a déjà établi, on l'a structuré. On se rend compte à l'évidence que quand on travaille sur le storyboard ou le dessin définitif, que des ellipses peuvent être très efficaces, ou au contraire qu'on a été parfois trop rapide à créer des ellipses et qu'il manque par nécessité des séquences. Donc on retravaille ça. Donc finalement un travail n'est abouti, tant dans le scénario que dans le dessin pour ma part, que dans les dernières lignes droites avant la livraison des pages pour la version couleur. Lorsque tu crées un scénario, est-ce que tu as peur de la page blanche? Ou est-ce que tout est déjà calibré dans ton esprit et tu sais où tu vas? En fait, quand j'imagine une séquence, j'ai une vision très claire de ce que j'ai envie d'avoir comme ressenti. C'est particulier parce que, mettons, on fait une scène de gigantisme. On va exploser une ville, brûler un quartier. On va mettre en place des moyens un peu en effets spéciaux, on va dire. Et à contrario, dans une scène très intimiste où deux personnages vont se parler, on sera vraiment très cadré sur les personnages. Donc on ne va pas exploiter la narration de la même façon. Et forcément, je pense que la page blanche peut arriver quand on n'a pas été au bout de son idée et qu'on est déjà en train de vouloir la démarrer graphiquement. Donc je préfère me méfier de mes idées trop lumineuses, dans ça c'est bon, je le maîtrise, je vais le dessiner, parce qu'à un moment on peut arriver au mur et être devant la page blanche. Et la page blanche peut naître de ça, de ce moment où on n'avait pas prévu dans le développement de sa séquence d'arriver à un endroit qui ne nous permet pas de poursuivre facilement narrativement. Ça peut arriver. Mais il y a un moyen pour moi technique d'éviter la page blanche, c'est de me recentrer sur mes personnages. En fait, une bande dessinée n'existe qu'à travers ses personnages. Les enjeux que les personnages vont devoir affronter sont déterminants. Alors que le décor ne raconte pas une histoire. Vous pouvez faire les plus beaux dessins de décor, c'est magnifique, mais ça raconte pas l'histoire. Donc il faut toujours revenir, pour éviter la page blanche, aux personnages, toujours. D'accord. Concernant The Concours, j'ai lu les deux premiers. Je suis un fan absolu de cette série. J'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de créer cet environnement, ces personnages et cette histoire d'une manière générale. C'est arrivé en plusieurs phases. La première, j'ai un père qui était pilote dans la marine dans les années 60, l'aéronaval. Et donc des histoires d'aviateurs, j'en ai entendu toute mon enfance. Et à la maison, il y avait des pilotes qui venaient, ils racontaient des tas d'histoires, et les pilotes en rajoutent beaucoup. Donc j'ai entendu des tas de trucs incroyables, et souvent ils me posaient la question, quand je suis devenu auteur de BD, pourquoi je ne faisais pas de bande dessinée sur l'aviation. La réponse pour moi était assez simple, c'est que pour revenir au principe du personnage, ce qui m'intéresse c'est de raconter l'histoire d'un pilote ou de ce qu'il peut vivre. Les histoires d'avion proprement dit, j'ai pas de grand chose à raconter
Je fais pas de BD historique sur l'aviation. Ouais. Donc j'ai mis du temps à trouver un sujet. Et ensuite, la deuxième phase pour créer Concrou est arrivée au moment où j'ai arrêté une série qui devait se développer en 6 bouquins, et c'est devenu 2 bouquins parce que j'avais vraiment un problème de... On s'entendait plus du tout avec l'éditeur, donc ça passait pas du tout, donc j'ai arrêté. Et au même moment, j'arrête ma collaboration avec Ankama dans la partie dessin animé, avec qui je travaille comme scénariste. Donc du jour au lendemain, j'ai plus de travail. Donc c'est un peu gênant. Et rapidement, je reviens vers mes fondamentaux, c'est raconter une histoire de genre avec des avions, dans une époque un peu révolue, une époque des années 40. Et je vais, dans la nuit, rêver l'histoire de Concrou comme si j'allais au cinéma. Je vais faire un rêve, mais dont j'ai gardé toutes les traces, ce qui est assez rare. Où je suis à New York dans les années 40, je vais au cinéma, le film est en noir et blanc, et je vois The Concrou, le titre, je vois la page d'ouverture avec la ville détruite, je vois les personnages, j'entends l'histoire, je mémorise tout ce que je peux, parce que je me rends compte que c'est assez bizarre cette situation. Et sorti de ce rêve, je prends mon téléphone dans la matinée, assez tôt d'ailleurs, et j'appelle Jean-Christophe Corrette, qui est mon éditeur sur les versions luxe, et je lui dis: Jean-Christophe, ça y est, je pense que j'ai une BD pour toi. Parce qu'il voulait qu'on bosse ensemble sur une réédition, et moi je préfère faire une nouveauté. Et donc je lui ai proposé, je lui ai raconté Concrou, je lui ai dit si King Kong avait survécu, et je raconte le résumé de ce que j'ai rêvé. Et il me demande quand est-ce que je m'y mets, et je lui dis bah pas avant un mois, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être une fausse bonne idée. Peut-être que dans 2 jours, je me rends compte que j'ai rien à raconter avec ça, quoi. Que l'idée me paraît maintenant superbe, mais qu'elle va pas vieillir très bien. Et donc on va attendre. Mais au bout d'une semaine, ça devient obsessionnel, et au bout de 15 jours, il faut vraiment que je m'y mette. Donc, et c'était bizarre parce que j'avais le sentiment d'avoir une personne en moi qui me tutoyait de manière très intime pour me dire voilà, je t'ai donné le récit que tu voulais, que tu attendais, qu'est-ce que tu fous, pourquoi tu le démarres pas? Vraiment, commence, fais-le. Et j'arrivais pas à faire autre chose. Dès que je partais sur autre chose, j'avais ce tutoiement avec moi-même qui me disait qu'est-ce que tu fais? Tu le fais pas là. T'attends quoi? C'était Kong qui te tapait sur l'épaule. Un peu, ouais. Une étrange situation où jamais de ma vie m'est arrivé d'avoir un rêve aussi précis sur un sujet, et d'avoir en plus cette impression de me dicter le truc, de me dire vas-y fais-le maintenant. Donc c'est très bizarre, je sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication, peut-être que c'est l'aboutissement inconscient de plein d'attentes dans un domaine qui a donné naissance à ça, je sais pas. Mais même pas King Kong, c'est-à-dire que quand la veille de me coucher avec ce rêve, je n'ai pas en tête King Kong, j'ai pas vu de film sur King Kong, j'ai aucun indice qui me permettent d'imaginer pourquoi j'ai pensé à ça. Je sais pas. C'est arrivé. Ouais. C'est arrivé. Après, il fallait le faire. Oui, voilà. On va détruire New York, on va mettre un singe dedans. C'est un peu plus long à faire que de le rêver. Est-ce que tu peux nous dire en combien de tomes elle est prévue, la série? Alors sur cette histoire, elle se conclut au 3e, parce que j'ai une histoire bouclée. En plus le 3e fait 90 pages, pas loin. Ouais. Donc c'est un gros volume. Donc l'histoire est conclusive, mais c'est un univers qui est persistant, donc il y a une ouverture à la fin avec un petit problème que l'armée américaine va devoir résoudre assez rapidement. Et donc il y a une possibilité d'une extension de l'univers. Ouais. Quelles sont tes influences quand tu crées une BD? Est-ce que c'est plus le cinéma? Bon, on l'a vu là avec le processus de création de Concrou. Est-ce que c'est les jeux vidéo? Est-ce que c'est certains romans? Vers quel domaine tu es plus à l'aise? Essentiellement, c'est le cinéma, finalement. Ouais. Il y a des livres qui peuvent imprimer des envies, mais quand même le cinéma américain, surtout le cinéma de genre des années 80, j'ai l'âge d'avoir été influencé par ça très tôt, puisque j'ai 58 ans, pour moi je suis ado au début des années 80, et donc j'ai vu débouler toute cette période du cinéma américain, de films de genre, qui allait de Terminator, qui se terminera avec Jurassic Park au début des années 90, et tous ces films de genre d'horreur, d'Halloween, des films d'Indiana Jones, il y avait une profusion d'idées et de films de genre qui est assez rare pour l'époque. Et ça a dû certainement peser dans la balance au niveau créatif. Ouais. Est-ce qu'il y a des scénaristes, dessinateurs, mais est-ce qu'il y a des scénaristes avec qui tu aimerais travailler? Qui te disent on pourrait faire un truc génial. Mais ça ne se fera pas parce que c'est des gens qui ont quasiment arrêté la BD. Il y a Neil Gaiman, qui est pour moi certainement un des gars qui a l'imagination la plus fertile de la littérature et de l'édition BD anglo-saxonne. Tout
tout ce que j'ai pu lire de lui m'a à chaque fois laissé une empreinte assez forte d'un point de vue choix de sujet. Il est très fort. C'est un gars que j'admire énormément. Alan Moore, c'est pareil, inatteignable, mais c'est quand même un des gars qui en impose énormément. Encore que faire une BD sur ses scripts, j'ai déjà vu ses scripts de près, c'est quand même très compliqué. Il en met des tonnes, donc pas simple de travailler là-dessus. Donc c'est ce genre de gars. Ouais, d'accord. Je ne cite pas les franco-belges, après ça crée des tensions si je ne cite pas les autres. Ah, tu vas parler de moi. Il y en a, mais... Est-ce que tu aimerais travailler sur du comics? Ou est-ce que tu l'as déjà fait? Non, je ne l'ai pas fait. Plus jeune, j'aurais certainement aimé. Aujourd'hui, j'ai pas la même relation avec le comics. J'en ai beaucoup lu jusqu'aux années 90 et après j'en suis détaché. Alors j'en lis encore, mais beaucoup plus rarement. Je crois que le dernier truc que j'ai dû lire, c'était les Batman de Sean Murphy. Ouais. Tu vois, donc ça commence déjà à dater, même si c'est récent. J'ai même pas lu son Zorro d'ailleurs qui vient de sortir. Je suis urbain, il faudrait que je le fasse. Non, j'ai pas de. En fait, dans les caractères comics, les personnages qui m'intéressent le plus sont pas des super-héros. Ça va être le Rocketeer de Stevens ou ça va être le Spirit de Will Eisner. Ouais. J'adorerais faire une histoire courte de Will Eisner, enfin du Spirit, ça serait superbe. Parce que ça me touche en tant qu'Européen, son trait, sa narration, la façon dont il dessine, ça me touche plus que le pur comics où j'aurais pas vraiment ma place, tu vois. Ça serait plus de l'indé qui t'attirait, l'indépendant? Ouais, finalement. Ouais. Bah, je me vois pas du jour au lendemain sur un Captain America. J'ai pas le style d'aujourd'hui pour les Américains qui plairait. Ou alors il faudrait l'inclure dans un What If ou dans un truc un peu vintage. C'est jouable, hein, mais ça serait un peu atypique. Tu vois, je m'amuserais beaucoup à faire ce qu'avait fait Mignola sur Batman by Gaslight, un Batman steampunk. Ça serait très drôle de faire ça. Ouais. À tout à l'heure. C'est parce qu'on enregistre. J'ai pété l'interview. Ouais, t'as pété. En direct. C'est marrant. Non, on montera, c'est pas grave. On dirait que c'est de ta faute. Et ouais, j'aimerais si c'est un personnage qui permet de faire un univers un peu décalé, ça peut être bien. Si c'est pour suivre la trace des grands auteurs américains qui le font très bien sans moi, pas grand intérêt. Dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le reste de ta carrière? D'avoir l'imagination pour ne pas me répéter. Le pire truc que font les auteurs au bout d'un moment, c'est de refaire les mêmes BD 3 fois, 4 fois, ou les mêmes sujets. Au cinéma, on a la même chose. Hein. Ouais. Ça a été reproché à Woody Allen à un moment de tourner en rond sur ces sujets. Parce que finalement, un auteur, c'est quand même une sorte d'obsession c'est un artiste obsédé par quelque chose, forcément. Il y a toujours un truc qui revient et donc on risque de se répéter. Donc c'est la seule chose que j'aimerais, c'est être capable de ne pas me répéter dans mon travail. Okay. Voilà. Bon, ben, merci Eric de m'avoir accordé l'interview pour la chaîne. Et on se dit à très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, lisez The Conqueror. C'est vraiment de la bombe. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. C'est déjà en train de tourner là. Ouais. T'as fait un essai son, tu m'as entendu? Non mais c'est bon, il est très bien le micro. Super, attends, je vais me mettre de ton côté, sinon on va pas être en l'image. Ouais. Hop. Tu veux vérifier? C'est bon? Attends, je vais vérifier. Ouais. Que je n'ai pas. On voit juste mon nez. Oh, celui-là il va être soldé.